to scaling up testing, increasing access to treatment, and shaping prevention. Having a robust health information system that provides accurate, up-to-date data is crucial for assessing progress and informing decisions about the future direction of the HIV response, including prevention. As you are aware, combination HIV prevention is now key to achieving the 2030 targets by reducing the number of new HIV infections and reversing the trend of the HIV epidemic. We currently have effective tools available, such as post-exposure prophylaxis and pre-exposure prophylaxis, oral form, and particularly injectable cabotegravir long-acting and injectable lenacapavir, PrEP, which can be used by adults and adolescents. Unfortunately, we are usually missing a very important subpopulations that are highly exposed to HIV. I mean adolescents and young people, and in particular, adolescent girls and young women. In light of these significant gaps, National AIDS Council and National AIDS programs need to pay particular attention to this subpopulation and recenter prevention around them. To address these key issues and to know where we are in terms of HIV epidemic in Africa, I am delighted to introduce our distinguished speakers, beginning by the first speaker. The first speaker is Ms. Christophe Adjovi Husonou P, Executive Director of REAGIR, is NGO in Togo. Ms. Adjovi is a specialist in health and social development. She is currently Executive Director of REAGIR. REAGIR is a network of positive children, adolescents, and young people innovating for renewal. And she's President of REAGIR Raj Plus in West and Central Africa. Ms. Adjovi is the first French-speaking network. REAGIR is the first French-speaking network dedicating to young people living with HIV. Ms. REAGIR, the floor is yours for 15 minutes. Bonjour à tous. L'honneur m'est fait aujourd'hui de pouvoir faire la présentation sur la situation du VIH pédiatrique, notamment les questions en rapport avec la prévention. Et le contexte aujourd'hui du VIH pédiatrique est assez alarmant. Nous pouvons voir qu'il y a plus de 75 000 enfants en 2024 qui sont morts des causes liées au sida. Et ce chiffre m'a interpellée en ce sens qu'en 2022, à Afravi par exemple, il y avait 110 000 enfants qui étaient morts et la moyenne en termes de minutes où un enfant prend pour mourir par jour était de 5 minutes. Aujourd'hui, nous sommes à 7 minutes. Ça veut dire que de 2022 en 2025, nous avons juste pu réduire de 2 minutes le temps qu'un enfant prend pour mourir. En Afrique de l'Ouest et centrale, avec 10 nouvelles infections d'adolescents et jeunes, nous avons 9 qui proviennent des jeunes filles, des adolescentes dans la région. Quand
on a 45% de toutes les nouvelles infections par le VIH qui concernent les femmes et les filles en Afrique de l'Ouest et centrale. Ce taux est de 63%, ce qui montre qu'il y a de réels problèmes en Afrique de l'Ouest et centrale, de réels problèmes en Afrique subsaharienne et qu'il faut agir dessus. Chaque semaine, en 2024, plus de 4000 adolescents et jeunes étaient infectés plutôt des causes du VIH, étaient infectés du VIH et en Afrique subsaharienne, rien qu'en une semaine, nous avons pratiquement les 3/4, plus de 3300 adolescents qui meurent. La question qu'on se pose en voyant tous ces chiffres, c'est pourquoi l'Afrique de l'Ouest et centrale est encore en arrière? Pourquoi ces gaps? Et qu'est-ce qui explique que malgré tous les programmes qui sont mis en place, malgré tous les projets qui sont mis en place, ce chiffre ne diminue pas considérablement? Pour ça, j'aimerais aborder deux aspects. Il y a l'aspect social que j'ai trouvé important, dans ce sens où, quand on prend par exemple Knorr Cetina, qui nous dit que la connaissance, qui nous parle de la connaissance indésirable, dans ce sens où elle désigne des lignes d'enquête que nous apprenons à négliger, parfois parce qu'elles ne semblent ni pertinentes ni prometteuses, ou parfois parce qu'elles s'opposent à des normes sociales et éthiques prégnantes. Quand je ramène cette citation dans le domaine du VIH aujourd'hui et sur la question des adolescentes et jeunes, nous savons que la communication aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux, c'est en ligne, c'est par des moyens beaucoup plus prenants. Quand on prend les sujets du VIH-Sida, c'est étonnant de voir que les programmes qui sont faits, les campagnes qui sont faites ont moins de vues, moins d'interactions sur les réseaux sociaux que tout autre sujet. Les jeunes même sont plus emprunts à commenter des sujets beaucoup plus dénués de sens que de s'intéresser à leur propre prévention. Et c'est assez intéressant de voir que tout ça a une corrélation dans ce sens où c'est la société qui a fait que le VIH soit un tabou. Et ce tabou amène beaucoup d'entre nous à ne pas vouloir chercher les informations ou à faire fi, dans ce sens où si on s'expose, si on partage notre vécu sur Internet ou sur toute autre plateforme, nous risquons d'être stigmatisés, nous risquons d'être discriminés. Et pour se protéger, nous préférons nous taire même si nous voyons de simples publications passer. Il serait plus facile, par exemple, pour quelqu'un qui est guéri du cancer ou qui traverse cette période de maladie, de parler de sa maladie et de donner son expérience qu'à un jeune vivant avec le VIH de le faire, ou même à une personne adulte. Le patriarcat, j'en parle en dernier point parce que non seulement nous en avons fait un homme social qui détruit des vies, mais au-delà de détruire, elle empêche même de s'épanouir. Elle nous empêche de nous épanouir en tant que femmes, en tant que filles, même en tant qu'enfants. Quand nous devons nous projeter, quand nous devons chercher à explorer nos capacités, nous faisons face à des normes sociales qui limitent nos actions, qui nous interdisent de vivre et qui nous amènent à prendre des décisions qui sont risquées. Mais au-delà de tout cela, le patriarcat cautionne les violences basées sur le genre. Quand un enfant ou une fille ou un jeune garçon est violé dans une famille, la famille fera tout pour garder ce secret en interne, sachant qu'il y a des risques que cet enfant soit exposé, que ce soit au VIH ou à toute autre infection sexuellement transmissible. C'est assez alarmant de voir que ça ne change pas malgré tous les efforts qui sont faits. Si on prend ne serait-ce que le nombre de femmes qui sont décédées cette année, dues aux violences basées sur le genre, ça fait mal et ça renvoie le message que les efforts qui sont faits
Les projets sont déployés, mais nous n'arrivons pas à atteindre ce qu'il faut. Aujourd'hui, en 2025, il est aberrant d'observer que une fille sur deux a droit à l'éducation. L'éducation scolaire qui est censée être un maillon essentiel pour aider tout enfant, toute jeune fille ou tout jeune homme en âge de pouvoir fréquenter, à avoir un aperçu sur la vie, à apprendre, à s'informer. Cette éducation-là n'est pas donnée. On sait que les écoles sont gratuites en Afrique, on peut dire, mais ne serait-ce que la distance pour aller dans des écoles, des fois, elle est considérable. Ne serait-ce que le fait que les parents ne disposent pas d'argent et qu'ils doivent demander à leurs enfants de laisser tomber leurs études, surtout aux jeunes filles, pour aller soit vendre au marché, soit faire une activité et ramener de l'argent, ou même cautionner les pratiques sexuelles non conformes aux enfants de cet âge, montre que nous avons un réel problème en Afrique subsaharienne. La qualité de l'information de santé sexuelle et reproductive est facilement corrélée aux questions de niveau de scolarisation des adolescents et jeunes. Les interventions ciblent souvent un seul outil de prévention, notamment le préservatif par exemple, et ne tiennent pas compte du contexte socio-économique des patients ou des adolescents et jeunes. Mais depuis un certain temps déjà, vous savez que les organisations de jeunes se projettent. Les organisations de jeunes se lèvent pour parler des problèmes ayant trait aux adolescents et jeunes vivant avec le VIH, des problèmes ayant trait aux jeunes filles, aux femmes, à toutes les populations qui sont concernées par la question du VIH pédiatrique. Et pour ça, par exemple, avec le réseau Afrique de l'Ouest et central des adolescents et jeunes vivant avec le VIH, nous avons mis en œuvre l'Observatoire régional qui nous permet de collecter des données et de travailler sur ces données-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui amène les sociétés à continuer à minimiser, qu'est-ce qui fait que les programmes qu'on met en place ne marchent pas. Donc, ici, par exemple, vous avez des exemples sur les campagnes de dépistage et de sensibilisation à la triple élimination qui ont été faites par le réseau Réagir Plus au Togo. Cette année, en 2025, nous avons, grâce à l'appui du Fonds Luxembourg et en partenariat avec l'ONU-SIDA au pays, nous avons circulé dans 2 régions principales pour travailler notamment sur les questions de dépistage pour la triple élimination, notamment VIH, syphilis et hépatite. Grâce aux données que nous avons collectées ou aux données que nous continuons à collecter, nous comprenons que la qualité de l'information médicale, elle est insuffisante, dans ce sens où les adolescents et jeunes déjà qui n'ont pas accès à l'éducation et qui ne comprennent pas forcément le langage médical que le personnel soignant va avoir à utiliser, si ce langage médical doit être traduit dans sa langue maternelle pour qu'ils puissent comprendre, c'est déjà un défi. Et si cette traduction elle est faite, elle est insuffisante parce qu'elle ne garde pas toute la totalité, elle ne reste pas fidèle à ce qu'il faut. On sait que I égale à I, notamment être indétectable égale être intransmissible. Mais facilement dans les données qu'on a collectées, on a vu des adolescents et jeunes, malgré qu'ils soient intransmissibles et qu'ils savent qu'ils sont indétectables, ne savent pas qu'ils peuvent se marier avec un partenaire, avoir des enfants non séropositifs, avoir des enfants même d'un sexe ou d'un autre, parce qu'on a eu des questions du genre, est-ce que je peux avoir un enfant garçon en ayant le VIH? C'est à peine de voir que
Ces enfants sont dans le système de santé, ça fait des années. Ces enfants sont nés dans le système de santé, ils ont grandi dedans, et le système de santé n'est pas apte à leur donner suffisamment d'informations pour leur propre protection. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes leaders s'engagent, beaucoup prennent la parole, mais nous savons que nous manquons de moyens, que ce soit pour nos organisations ou pour nous-mêmes. Nous sacrifions nos années sans stabilité et sans salaire pour porter des causes parce que nous, jeunes leaders que vous voyez aujourd'hui à la tête d'organisations, nous sommes les mêmes enfants dans les années 2000 qui ont perdu leurs parents à cause du fait qu'il n'y avait pas de traitement disponible. Sans parents, nous n'avons pas eu d'éducation ou nous en avons eu très peu. Mais aujourd'hui, nous portons la voix de nos pères. Au-delà de tout ça, nous sacrifions nos années que nous devons passer à nous consacrer à notre propre stabilité pour cette lutte. En conclusion, je pourrais dire qu'être un enfant adolescent, une fille ou une jeune femme, c'est déjà une source de vulnérabilité, c'est déjà un risque biologique qui nous expose au VIH, que ce soit au VIH ou à toute infection ou maladie transmissible. La question de l'autonomisation doit être mise sur la table. Autonomisation pour nos organisations, parce que la manière dont les organisations ont été construites jusqu'à aujourd'hui ne répond pas forcément aux besoins que nous avons, nous, en tant que jeunes, nous, en tant qu'organisation de jeunes aujourd'hui. Il est important, je pense que beaucoup l'ont dit pendant cette conférence, que la question des traitements à longue durée d'action soit mise sur la table et qu'il soit mis sur la table pour des adolescents et jeunes. Surtout pour des jeunes filles qui, même sans le vouloir, se trouvent dans des situations compliquées qui vont au-delà de leur expérience. Nous vous demandons alors de nous faire confiance parce que, en tant qu'organisation identitaire, il y a une différence entre ce qu'on fait sur le terrain et ce que les organisations qui ont porté nos causes jusque-là ont fait. Il y a une différence entre notre engagement et l'engagement que d'autres ont porté il y a 10, 20 ans. Donc, faites-nous confiance et permettez-nous de pouvoir porter la cause qui nous concerne. Merci. Thank you very much, Ms. Houssounopi, for this beautiful presentation. And after centering prevention on adolescent girls and young women, let's know where we are in terms of HIV epidemic. And I am pleased to introduce the second speaker, Dr. Akodou Zine. Dr. Akodou is a public health physician with doctorate in public health. Dr. Akodou has worked extensively to over 2 decades in multi-sectoral HIV and TB programs, health systems, and maternal health, advising national and international organizations and contributing to policies and programs that improve population health. She currently serves as the team lead of HIV, tuberculosis, hepatitis, and STIs in the WHO Regional Office for Africa, where she continues to navigate the questions of what works, who is left behind, and how we turn evidence into action. Dr. Akodou, the floor is yours for 15 minutes. Thank you. Thank you very much, and good morning, bonjour, bon dia. It's nice to be able to join you this morning to share on the current epidemiology for the region. So I would present a quick overview of the current epidemiology, highlight progress and challenges, and discuss the path forward to meet the 2030 goals. I am not going to present the full epidemiology slides. That would have given us like 50 slides. So I have just picked on a few things to highlight for this presentation. I would also like to note here and acknowledge the leadership of UNAIDS
in terms of making data available, and of course the role of government and all partners who are part of this meeting. So data that is referenced throughout the presentation is drawn from estimates from UNAIDS and WHO, except where otherwise indicated. So let's start with the big picture. As of end of 2024, 26.3 million people were living with HIV in the WHO African region. This number underscores the significant and ongoing challenges that the continent faces. However, there's also been progress. Compared to 2010, we have seen a 56% reduction in new annual HIV infections and a 59% reduction in annual HIV-related deaths. This is a testament of the concerted efforts in prevention, testing, and treatment over the past decade. This chart illustrates the downward trend for both new infections in orange and deaths in blue. While the decline is substantial, the curves are beginning to flatten and suggests for us that the easy wins have been achieved. And we now are facing a phase of the epidemic in which we must intensify our efforts to maintain and accelerate the decline. Turning to trends by sex, a critical aspect of the epidemic remains its disproportionate impact on women, and Aduvie talked about women, girls, adolescents. In 2024, there were an estimated 410,000 new infections amongst women, and this compares to 240,000 among men. Similarly, HIV-related deaths are higher in women. This gender disparity highlights the urgent need for targeted prevention and treatment programs that address the specific vulnerabilities of women, girls, key population, and other subpopulation groups. And let's not leave out incarcerated people, people in humanitarian settings. Turning to children, and again, Aduvie has spoken about children and transmissions, vertical transmissions. We see a significant reduction in new infections, particularly in East and Southern Africa. However, there are still 55,000 new infections in ESSA, which is unacceptable, and 43,000 in West and Central Africa. These are largely preventable infections. We know that. We know what to do. And they clearly point to the fact that we need to do more with addressing vertical transmission. I would like to particularly note the trajectory and positive progress we've made in coverage on ART. And I can say that that's one of the greatest public health successes of our time. Many other programs are learning from what we did well in the HIV program. From a baseline of nearly zero in the late 90s, we now have 21.7 million people on HIV treatment. And this has been the driving force behind a dramatic reduction in deaths. This slide is crucial. It shows the stark regional disparity. In East and Southern Africa, 93% of women living with HIV were receiving ART to prevent vertical transmission. In contrast, we see only a 56% progress for West and Central Africa. And this critical gap explains the higher rates of vertical transmissions in West and Central Africa compared to ESSA. Now, where are we in terms of the 95-95-95 targets? We know this is our global benchmark for epidemic control. As of the end of 2024, Africa is at 90, 83, and 78, and this is for the treatment and care cascade. This means 90% of people know their status, 83% are on treatment, and 78 have suppressed viral loads. The biggest gaps are in the second and in the third 95s. We're not linking people fast enough to treatment and to care, and we're not ensuring that everyone who is on treatment can have access to viral suppression or can achieve viral suppression.
The next two slides summarize by population and by sub-region. These tables provide a detailed breakdown. The key takeaway is that the burden of the epidemic is concentrated in ESSA, which accounts for the majority of people living with HIV, for new infections and for deaths. However, we can see that Western Central Africa faces unique challenges, particularly in ART coverage. And across all the slides I have shown, you can see that Western Central Africa really is lagging behind. Now, in terms of, it's important for us to contextualize HIV within the broader landscape of sexually transmitted infections. It's the same vulnerabilities that drive HIV that also drive STIs. More importantly is the rising risk of reversing the gains we have made for HIV prevention, for infection decline. We see the trajectory, recent trajectory of STI infections, and we see that there is a rise. But I would like to note that our STI responses are not as robust as they should be. The data is also not as robust as we have for HIV. There is a lot that we need to do. And so the slide the chart we see on the right has been drawn from a recent Lancet publication last month from Grolich et al. And it shows the growth and trajectory of the 4 curable STIs. And so we need to not think only HIV, we need to also go back to where we started. We need to think HIV and STIs as a comprehensive response. Now, the next 4 slides that I would show is essentially, or next 3 slides, are slides on modeling future trajectories, and this is drawn from a preliminary modeling project, which includes 4 countries in the African region: Kenya, Eswatini, Mozambique, and Côte d'Ivoire. And they help us look ahead. The project aims to help us understand the potential impact of our interventions. These preliminary results show that Kenya is achieving targets for a combination of interventions, working across both testing, prevention, treatment, and that having that comprehensive approach does lead us faster to reducing new infections. The bar we see here essentially just looks at the different combination of infections and looks at various modeling approaches, essentially to identify what model and what package would give the best results. The point of showing those 3 slides is just to demonstrate the importance of using modeling approaches and asking questions around what we need to do, how we need to do it, and for whom we need to do in order to sustain the gains. And so this slide just summarizes the findings, the preliminary findings from that. So as I go towards the end of my presentation, I would just want to raise a few key questions based on some of the findings and some of what is certainly obvious in the slides. The first is the flattening curve. Given that the rate of decline in new infections and deaths is slowing, the question is, what bold initiatives, what bold strategies are required to re-accelerate progress towards the 2030 goals? The second is based on the 95-95-95 gap. The largest gaps are in linking diagnosed individuals to treatment and ensuring viral suppression. And so, what are the primary bottlenecks in the health systems, in the community, and how can we overcome this to continue accelerating towards the goals? The third is the gender disparity that is noted. Why do women and adolescent girls continue to be disproportionately affected? And how can we move beyond the structural drivers and barriers that impede progress among women and adolescent girls? The other point is the regional disparity that we noted between ESSA and Western Central Africa. How can we urgently address this? How can we
overcome the critical gaps in WCA that include, of course, addressing coverage for women to deal with vertical transmission. The other point would be the sustainability and cost effectiveness, and this we see linked to the modeling slides. As we scale up for impact, what do we need to do differently? How do we need to get more efficient? So those questions, I hope that we can continue to reflect on those questions. And as I end, I just want to highlight a few key takeaway messages. The first is that strong political leadership and sustained domestic financing are non-negotiables in order for us to end the AIDS epidemic. Commitment is needed to increase domestic financing, to increase domestic health budgets, and to ensure sustainability of programs as international funding plateaus. This is a case where we don't need to continue to make a case. We have all had lived experience in this year. The next is just to point to the fact that we need to shift to multi-disease approaches. This will need investment in primary health care. It will need investment in health workforce capacity in order to support a more integrated, decentralized approach. The third is to again note, or the next is to again note something that we all know. One size does not fit all. A one-size-fits-all approach is no longer going to be sufficient. We must use granular local data to deliver differentiated person-centered services that meet the diverse needs of people living with HIV, people at risk of HIV. And last, we can no longer insist on doing things the way we always did them. We need context-specific implementation packages. We need models that produce the greatest results. We need to think efficiency. We need to think effectiveness. And I would like to end by leaving you with one of my favorite Nigerian sayings. And please reach out to me to ask me what it means. Ana agwo chinte na esula. It means even when you don't hear sounds, you cannot hear sounds. When you see the environment, you can tell when there is war. So I invite you, ladies and gentlemen, let's pull together, let's work in partnership, let's together address the war that we have to fight. Thank you. Thank you very much, Dr. Akodo, for the nice presentation and the very clear key takeaway messages. So now we will move to the next speaker, Dr. Zakilatu Adam, to talk about the race to ending HIV by 2030, refocusing on children and young people. Dr. Zakilatu is a public health physician specializing in health policy, health systems management, and disease control from Lomé, Togo. With nearly 15 years dedicated to national HIV response in Togo, she has played a key role in strengthening prevention, care, and support for children, adolescents, and young people living with HIV. As head of the Care, Support, and Treatment Unit in the National HIV, Viral Hepatitis, and STI Control Program, she has gained extensive experience implementing large-scale public health interventions and contributing to operational research. Welcome, Dr. Zakilatu, and the floor is yours for 15 minutes. Merci, bonjour à tous et à toutes. La course à l'éradication du VIH passe par le recentrage sur les enfants, adolescents et jeunes,
nous allons partager l'expérience d'un programme intégré de lutte contre le sida, les hépatites virales et les IST au Togo. Comme plan de présentation, nous allons rappeler les objectifs stratégiques au niveau global pour mettre fin au sida pédiatrique d'ici 2030, suivi de la capitalisation d'expériences, et nous terminerons par une conclusion. En introduction, nous dirons que la déclaration politique sur le VIH et le sida fait référence à l'objectif mondial de mettre fin au sida comme menace de santé publique d'ici 2030, et elle met l'accent sur les disparités importantes dans l'accès au dépistage et au traitement, ce qui appelle à l'action pour des investissements ciblés chez les enfants, les adolescents et les jeunes, ceci dans une perspective d'atteinte des 3,95. L'Alliance mondiale pour mettre fin au sida pédiatrique d'ici 2030 mobilise toutes les parties prenantes autour de 4 piliers essentiels, à savoir le dépistage et le traitement, l'élimination de la transmission verticale, la prévention des nouvelles infections et la lutte contre les problèmes de droit et d'égalité. Dans cette dynamique, comment les programmes nationaux organisent la riposte pour concrétiser ce recentrage sur les enfants, adolescents et jeunes? Le partage d'expériences du Togo nous donnera quelques éléments. Il s'agit d'un pays à population jeune, avec près de 40% de moins de 15 ans. La santé des adolescents et jeunes est impactée par les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles et les troubles liés aux déterminants socio-économiques. Qu'en est-il de l'épidémie du VIH? Il s'agit d'une épidémie de type généralisé et concentrée au sein de certaines populations spécifiques. La prévalence nationale est de 1,6%. Les estimations montrent une tendance à la baisse des nouvelles infections et des décès liés au sida, avec une régression d'environ 50% entre 2010 et 2024. La même tendance est observée chez les jeunes de 15 à 24 ans et les adolescents de 10 à 19 ans. Le pays s'est fixé des priorités pour la mise en œuvre de la PTME afin d'éliminer le VIH, la syphilis et l'hépatite B, le dépistage chez les enfants, les traitements adaptés à ces enfants et l'implication communautaire. Ceci dit, le recentrage de la riposte nationale contre le sida chez les enfants, adolescents et jeunes a été un choix politique et financier ayant nécessité des investissements au Togo. Et ceci est passé par la concrétisation à travers la mise en œuvre des études pour l'analyse de situation, l'élaboration des documents normatifs et la mise en œuvre des interventions ciblées avec des approches innovantes. Nos interventions sont d'ordre préventif, thérapeutique et soutien à l'endroit de ces enfants. Dans le cadre du partage d'expérience, nous allons insister seulement sur les innovations en matière de traitement, dépistage, suivi et la PTME. Pour le dépistage, nous avons adopté et utilisé les tests rapides avec des stratégies de dépistage à toutes les portes d'entrée en pédiatrie, l'MDES testing, et également introduit le test duo VIH-syphilis et le test rapide de l'hépatite pour la PTME. L'extension de la couverture en GeneXpert a facilité le diagnostic précoce avec un délai de rendu des résultats très court. Comme bonne pratique, nous avons le convoyage intégré des échantillons, la digitalisation de la transmission des résultats et également l'arrimage aux soins qui a été facilité. Pour ce qui est du traitement, les innovations concernent l'introduction de nouvelles molécules à base de dolutegravir avec des formulations pédiatriques plus adaptées. L'introduction également des ARV à longue durée d'action qui est en phase de transition. Comme bonne pratique, nous allons relever la dispensation communautaire et puis l'utilisation des outils digitalisés pour gérer la transition vers les nouvelles molécules.
S'agissant du suivi des patients, il faut dire que l'adoption et l'implémentation des molécules, des modèles différenciés constituent une innovation qui est parue ces dernières années chez nous, de même que le suivi individualisé avec l'implication des communautaires. Comme bonne pratique, nous pensons que l'interopérabilité entre les systèmes numériques a facilité la prise de décision pour les prestataires. S'agissant du soutien psychosocial, l'élément important pour nous, c'est la structuration de la paire éducation avec la mise à disposition des documents normatifs et l'implémentation dans le secteur public. Il y a également le partenariat public associatif pour faciliter le transfert de compétences. Comme bonne pratique, c'est les groupes de parole qui sont mis en place spécifiquement pour les adolescents et les jeunes, l'Observatoire national qui est là également pour les questions de stigmatisation et discrimination. Et nous pensons également que l'existence d'un réseau des adolescents et jeunes positifs est une force pour le système. Toujours pour booster la prise en charge pédiatrique, un dialogue entre les cliniciens, décideurs, communautés et organisations de jeunes a été instauré pour partager les expériences et les bonnes pratiques. En termes de suivi et évaluation, c'est la mise en place des outils numériques de gestion de données qui a permis un suivi en temps réel des performances. Comme bonne pratique, c'est le monitorage de la qualité des données à travers une plateforme de qualité des données. Nous ne saurons terminer sans parler de l'initiative BBNT de l'OMS, qui est une approche de renforcement de la collaboration sud-sud basée sur l'analyse des performances programmatiques. Elle nous a permis d'analyser et de comparer les données pédiatriques et PTME, également de documenter les expériences. Permettez-nous de vous présenter quelques résultats. Les interventions mises en œuvre ont permis d'améliorer la couverture en diagnostic précoce et qui est allée à 72% en 2024, la couverture en ARV, en PTME à 87% et la couverture en traitement de l'hépatite B à 22%. Pour ce qui est des enfants, le deuxième 95 a été largement atteint, ce qui témoigne des progrès au niveau programmatique, mais rapporté aux besoins des enfants attendus, le gap à combler est à près de 30%. Quels sont nos défis? C'est essentiellement le dépistage des enfants, la suppression de la charge virale, la qualité de la ressource humaine et la durabilité des financements. Nos perspectives, c'est d'accélérer le dépistage, renforcer la collaboration et l'implication des parties prenantes, mettre en œuvre la feuille de route pour la durabilité de la riposte au Togo. En conclusion, nous dirons que l'éradication du VIH est un objectif réalisable avec un engagement mondial et à l'échelle nationale, bien que le Togo soit sur la bonne voie pour atteindre le contrôle de l'épidémie, une accélération des investissements ciblés est nécessaire pour réduire les gaps. Pour mettre fin au VIH, les enfants, adolescents et jeunes doivent impérativement faire partie de la riposte. Merci à tous ces partenaires qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis d'atteindre ces résultats. Thank you very much, Dr. Zakiratou, for the nice presentation. It is 10:28. We just have time to close this session. I would like to thank you again, all speakers, for the comprehensive and interesting presentation. I think we learned from this presentation, and we can leave this plenary session with some takeaway message. The first message is that progress toward HIV testing, treatment, and viral suppression cascade has been done in Africa in 2024. Second message is, despite progress in the number of new HIV infection and number of deaths related to HIV in 2024, compared to 2010, we have less 56%
new HIV infection and less 59% death related to HIV. And despite this progress, the number of deaths related to HIV is still high among adolescents and girls and young women. Third message is centering HIV prevention in neglected subpopulation as adolescent girls and young women is crucial to achieve 2030 targets in Africa. The fourth message, I think we are facing challenging financial context, and this may jeopardize the progress made in HIV and other diseases. So we need to mobilize more domestic funding. We need to act or to do differently with integrated approach. And my last message is, it is no longer time for only declaration or recommendation, but it's time to act, and to act effectively and efficiently to reduce the number of new infections and deaths in Africa. We need to do differently and efficiently in all HIV services, but also with other diseases. So thank you very much again for all speakers for their nice presentation. Thank you for you all for your attendance, for listening, and for your attention, and enjoy today's scientific program of ICASA 2025. Thank you very much. Hello, we will have a short award ceremony. We will have a short award ceremony for track C. So when the photos are done, we'll do that.